Il y a des robots de la taille d'abeilles, d'autres qui peuvent sauter sur l'eau et certains qui sont alimentés par de minuscules moteurs à combustion de la taille d'un penny. Un jour, ils pourraient travailler en essaim, ils pourraient sauver votre vie ou même vous espionner. Nous avons eu accès au meilleur laboratoire de micro-robotique du monde pour comprendre comment ces robots fonctionnent et à quoi servent-ils. C'est un petit sous-marin jaune. Sous l'eau, il peut se déplacer en battant ses ailes miniatures 9 fois par seconde. Mais vous pouvez utiliser ces mêmes ailes lorsque le sous-marin est hors de l'eau, seulement maintenant vous devez les battre 250 fois par seconde pour le faire voler. Donc ce robot peut faire les deux. Il peut voler et nager. Mais comme il ne pèse que 175 mg, environ la masse de 2 Cheerios, la surface de tension est un problème. C'est une conséquence de la physique à une échelle plus petite. La tension de surface est comme un mur qui bloque le processus de transition. Cela se produit parce que les molécules d'eau sont légèrement polaires. Des groupes de ces molécules tirent dans toutes les directions. Mais en surface, l'attraction ne s'exerce que latéralement et vers le bas, faute d'eau au-dessus. Ce déséquilibre crée des forces de cohésion fortes qui compriment la surface en une couche étroitement emballée, la rendant difficile à briser. C'est le même effet qui permet aux araignées d'eau de marcher sur la surface des étangs et des lacs. Cet autre robot ne pèse que 68 mg et en utilisant un mécanisme à ressort qui imite la patte d'une puce, il peut sauter sans briser la surface de l'eau, tout comme une araignée d'eau. C'est comme s'il y avait un sol solide en dessous. C'est formidable si vous voulez rester à la surface de l'eau, mais cette barrière peut aussi être un problème si vous voulez aller sous l'eau. Pour échapper à ce piège, le sous-marin divise l'eau en hydrogène et en oxygène, puis stocke ces gaz dans une chambre de flottabilité. Il fait cela parce que les ailes sont super fragiles. Si elles commençaient à battre pendant que le robot était encore piégé sous l'eau, elles se casseraient immédiatement. Donc, la flottabilité du gaz aide à sortir les parties fragiles du robot hors de l'eau. Mais le robot reste bloqué dans la couche superficielle de tension. Donc, un allumeur à l'intérieur de la chambre enflamme le gaz et l'explosion brise la tension superficielle et propulse le robot à 30 cm dans les airs. Et une fois qu'il est libre, ce robot peut voler. Ce robot a trouvé une autre façon de briser la tension superficielle. Il utilise ses grandes plaquettes de cuivre hydrofuge sur ses pattes pour marcher sur l'eau. Mais lorsqu'il a besoin de plonger en dessous, il applique 600 volts à ses plaquettes, ce qui crée une charge positive qui attire les molécules d'eau vers lui et brise la barrière hydrophobe. Et cela lui permet de couler sur commande. Une fois submergé, il peut marcher sous l'eau. Le Dr Kevin Chen a fabriqué ces deux robots au Massachusetts Institute of Technology. Voici la salle de vol où nous réalisons toutes nos expériences aéronautiques. Comme vous pouvez le voir, il est doté d'une capture de mouvement par des caméras. Ce laboratoire est l'un des seuls endroits au monde où des robots aussi petits tentent de voler. Donc, comme ce robot est si petit, il a une très faible inertie, exact? Donc vous dites qu'il pourrait faire des flips plus rapidement que n'importe quel autre drone dans le monde? Au-delà de 7000 degrés par seconde. En effet, vous pouvez vraiment appuyer sur le bouton. Vous voulez que j'appuie sur le bouton? Oui, j'aimerais beaucoup. Prêt? D'accord. 3, 2, 1. Oh! Oh! Qui c'est? C'est plein, c'est en plus. Piloter ces robots est difficile. Je veux dire, ils ont la taille des abeilles. Donc les mécanismes internes doivent être encore plus petits, comme les pièces d'une montre. Les composants doivent être précis à 5 microns près. C'est un dixième de la largeur d'un cheveu d'humain. On était d'énormes mouches vrombissent dans le laboratoire et je faisais la dana de « Oh, elles ne font que se montrer ». Prenez en deux. 3, 2, 1. Voilà. Donc ces robots volent, mais pas comme des oiseaux. Je veux dire, ils ne planent pas.
Au lieu de cela, ils doivent utiliser beaucoup plus d'énergie pour battre des ailes des centaines de fois par seconde. Alors pourquoi font-ils cela? Eh bien, cela revient à ce phénomène d'échelle. Les objets plus grands ont généralement moins de surface par rapport à leur volume, et c'est important, disons, juste approximativement un volant par un cube, disons qu'il fait 10 cm de côté. Eh bien, alors cela aurait un volume de dix par dix par dix, soit 1000 cm3, et il aurait une surface de 10 par 10 par 6 côtés, 600 cm². Le rapport surface-volume serait de 0,6 pour 1. Mais maintenant, imaginez que nous avons un volant beaucoup plus petit qui n'est que d'1 cm3 en volume. Eh bien, sa surface sera de 1 sur 1 fois 6, soit 6 cm². Donc, cela va être 10 fois le rapport surface sur volume. Il va avoir un rapport surface sur volume de 6 à 1. Maintenant, pourquoi est-ce si important? Eh bien, c'est parce que la traînée dépend de la surface. Plus le rapport surface-volume est élevé, plus la traînée sera importante. Et aussi, à cette petite échelle, vous serez beaucoup plus léger par rapport à cette traînée. Donc, vous n'aurez pas autant d'inertie, donc vous serez plus poussé par l'air. Il n'est pas possible de simplement le traverser comme un oiseau. Et c'est pourquoi les abeilles et autres insectes battent beaucoup leurs ailes. Ce qu'ils font, c'est générer des tourbillons d'air au-dessus de l'aile et ces tourbillons créent des zones de basse pression. Combiné avec la haute pression sous l'aile, cela génère la portance. Ils sont donc poussés vers cette région de basse pression en battant leurs ailes de haut en bas. Ce robot a été inspiré par les graines d'un érable. Leur forme unique crée les mêmes tourbillons au-dessus du bord d'attaque de la graine. Et pendant leur chute, ils tournent et génèrent une portance étonnamment élevée. Ces graines sont toujours en train de tomber. Mais si vous ajoutez des rotors électriques miniatures aux extrémités de chaque aile de ce robot, alors il peut générer assez de portance pour voler. Mais ce robot n'est pas tout à fait à l'échelle d'un insecte. Il pèse en fait environ 50 fois plus que les RoboBees dans le laboratoire de Kevin. Pour alimenter un appareil aussi petit, les moteurs électriques ne suffisent pas. Les aimants et les bobines ne se miniaturisent pas efficacement à une taille aussi réduite. Pour alimenter les premiers RoboBees, ils utilisaient des ailes entraînées par des cristaux piézoélectriques spéciaux. En appliquant une tension à travers le cristal, il se contracte légèrement, mais seulement d'environ 0,1%, ce qui n'est pas suffisant pour faire voler un robot. Les roboticiens ont donc conçu un châssis qui amplifie mécaniquement le mouvement 30 fois. Si vous allumez et éteignez ensuite la tension 120 fois par seconde, le RoboBee bat des ailes et vole. Mais il y a un inconvénient avec les cristaux piézoélectriques, c'est qu'ils sont fragiles. Même un petit impact sur les ailes et le cristal se fissure et le RoboBee cesse de fonctionner. Donc, au Massachusetts Institute of Technology, ils sont en train de construire leurs RoboBees différemment. Ils sont tellement confiants qu'il survivra à une chute qu'ils vont me laisser le jeter d'un bâtiment. Alors, je veux dire, allons-y. D'accord, nous devons aller voir, allez. Je veux dire, ça a l'air plutôt bien. C'est incroyable. Comment cette chose survit-elle? Je n'en ai aucune idée. Ces robots ont un ingrédient secret. Alors mettez-le sur la balance et remettez-la à 0. Ces abeilles utilisent des polymères souples au lieu de piézeuses pour faire bouger leurs ailes. Ils agissent en effet comme de petits muscles. Ils appliquent des nanotubes de carbone sur chaque face d'un polymère. Cela crée 2 plaques conductrices efficaces. Donc, si vous appliquez des charges opposées à ces plaques, cela les rapproche, étirant ainsi le polymère. Mais si des charges similaires sont appliquées sur les 2 plaques, elles se repoussent et donc le polymère se rétracte. Et si nous enroulons des couches comme celle-ci en un tube, nous pouvons amplifier la force qu'elles génèrent. Il s'étire jusqu'à 25% de sa longueur. En faisant varier la tension des centaines de fois par seconde, ces muscles font fonctionner les ailes du RoboBee. Lorsque vous réduisez à une échelle plus petite, votre fréquence de battement augmente. Nous nous situons donc autour de 400 Hz.
Donc juste entre une abeille et un moustique. Oui. Ce muscle souple peut encaisser les coups et les éraflures tout en continuant à fonctionner. Mais s'il est percé par une aiguille, les nanotubes de carbone sont aspirés, puis les plaques se touchent, provoquant un court-circuit qui rend le muscle inutile. Mais les scientifiques ont même trouvé une solution à ce problème. Lorsqu'un courant élevé est cyclé, les nanotubes de carbone qui se touchent brûlent et ainsi le muscle s'auto-répare. Kevin et son équipe ont même inventé un processus pour effectuer une chirurgie au laser sur le robot. Vous créez de petits défauts autour d'un très grand défaut, puis en isolant le petit défaut, vous l'utilisez pour isoler le grand. C'est ce que nous appelons l'assistance laser pour le processus de nettoyage. Un robot a vraiment été testé jusqu'à ses limites. Son muscle artificiel a été percé par des aiguilles de cactus et frappé par un faisceau laser. Et il pouvait toujours voler. Mais ces muscles consomment beaucoup d'énergie, et pour des robots à cette échelle qui doivent être si légers, il n'y a pas de place pour des batteries supplémentaires. Heureusement, une autre option de transport existe. C'est un robot volant qui saute. Ce robot économise de l'énergie en sautant. Cette technologie a été utilisée sur un autre drone à l'université de Hong Kong. Normalement, ce drone ne peut voler en continu que pendant 6 minutes et 3 secondes, mais avec l'accessoire de saut, il peut continuer à se déplacer pendant 50 minutes, soit près de 10 fois plus longtemps. Les scientifiques estiment que cela serait plus efficace dans des environnements à faible gravité et résistance de l'air comme Mars, idéal pour une version 2.0. Mais les micro-robots sont déjà utilisés aujourd'hui. Chaque jour, des avions avec plusieurs moteurs à turbine effectuent des centaines de milliers de vols. Une fissure dans une turbine peut être catastrophique, donc les fabricants les inspectent tous les 3000 cycles de vol ou tous les 180 jours. Mais les inspections coûtent des dizaines de milliers de dollars et peuvent prendre toute une journée. C'est là qu'intervient ce robot inspiré de la blatte que nous avons vu plus tôt. Il est extrêmement rapide, pouvant courir à 10,5 longueurs de corps par seconde. En termes relatifs, c'est plus rapide qu'un cheval. Et il est polyvalent. Ses coussinets spéciaux peuvent appliquer une tension pour polariser les surfaces métalliques, créant une charge opposée sous ses pieds. Et c'est ainsi qu'il est capable de coller aux surfaces métalliques, similaire à un ballon qui colle à un mur après que vous l'ayez frotté sur vos cheveux. Rolls-Royce et Harvard travaillent à placer Hammer à l'intérieur des moteurs pour inspecter les fissures de turbines, même à l'envers. Et comme sa masse est si petite, les forces d'adhésion sont beaucoup plus fortes par rapport à son poids. Ainsi, Hammer peut se faufiler dans des espaces restreints et cela peut être assez utile. L'une des premières utilisations de robots en situation d'urgence a eu lieu lors de la recherche de survivants à Ground Zero après le 11 septembre. Malheureusement, ils n'ont pas été aussi utiles qu'espéré. Ils étaient grands et coûteux et ils se coinçaient. 3 types différents ont inspecté 8 sections de décombres, mais aucun n'a trouvé de survivants. En somme, un robot de sauvetage optimal devrait naviguer dans des espaces confinés, résister aux dégâts et débris, opérer dans divers environnements et être assez abordable pour être remplacé s'il est détruit. Le coût des matériaux est en fait assez bas pour fabriquer le robot. Le coût de la main-d'œuvre est élevé. En termes de matériel, quelques dollars par robot sont vraiment pas si chers. Oui. L'idée est donc de déployer des essaims de micro-robots de la taille d'un insecte pour rechercher des survivants dans les zones sinistrées. Mais je comprends que lorsque je dis essaim, vous pourriez vous inquiéter un peu. Je veux dire, des essaims de mini-robots tueurs sortent tout droit de la science-fiction dystopique. Pensez aux chasseurs-chercheurs de Dune ou aux abeilles robots tueuses de Black Mirror. Vous vous souvenez peut-être de cet épisode marquant de Black Mirror où toutes les abeilles disparaissent soudainement? Oui? Oui. À sa sortie, tous ceux que j'ai rencontrés dans ma vie m'ont envoyé un texto disant que c'était comme « Hey mec, t'as vu ça? » Mais cette idée n'est pas si farfelue. Au début des années 2000, les abeilles mouraient. C'est appelé l'effondrement des colonies de désordre. Le Congrès mène des auditions, même le vice-président est au courant. En fait, tout le projet Robobi a commencé avec l'objectif de remplacer les abeilles. Heureusement, cette idée n'a pas duré longtemps. Les abeilles peuvent faire un bien meilleur travail en termes de pollinisation que ces robots, beaucoup plus économiquement.
Pour polliniser, vous avez besoin d'une énorme colonie d'abeilles pour le faire efficacement. De plus, remplacer les abeilles par des robots n'a pas de sens d'un point de vue environnemental. D'un point de vue rentabilité et aussi du point de vue de, vous savez, si vous avez tant d'argent, pourquoi fabriquer ces abeilles et protéger les vraies abeilles, non? D'accord, donc ils ne remplaceront pas les abeilles, mais je peux encore facilement imaginer un monde où ces mêmes robots censés aider en cas de catastrophe sont secrètement utilisés pour m'espionner. C'est un bug qui ressemblerait littéralement à un insecte. C'est terrifiant. Avez-vous peur de ce qu'il pourrait être utilisé pour, genre, éthiquement? Nous nous focalisons sur la science fondamentale et la résolution de problèmes techniques stimulants. Et en tant que société en général, nous devrions tous réfléchir collectivement à comment empêcher ces nouvelles technologies de faire du mal. Mais nous allons un peu trop vite. La plupart des robots que nous avons vus ne sont pas capables de nous espionner. En fait, ils ne sont même pas totalement autonomes. Nous avons une détection hors bord grâce à ces caméras. Nous avons une alimentation et un calcul hors bord pour ceux-ci. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est que tout est hors bord. Espérons que dans 5 ans, nous pourrons combiner l'autonomie de détection et d'alimentation, et c'est l'objectif à plus long terme. Le RoboBee de Harvard a réussi de courtes rafales de vol autonome sans fil. Il est donc juste de dire que nous ne sommes pas si loin de voir des insectes robots opérer librement autour de nous. Cependant, la distance que ces robots peuvent parcourir avec des batteries est limitée. Les batteries nécessitent une protection pour éviter les dommages, court-circuits et fuites. En effet, même si les batteries sont réduites, l'épaisseur de la protection doit rester quasiment identique. Les petites batteries sont donc de moins en moins efficaces. De plus, le rapport énergie-poids des batteries est intrinsèquement inférieur à celui des carburants chimiques. À l'échelle de l'insecte, chaque milligramme compte. Nous avons simplement dit, comme « passons tout cela et utilisons simplement un code de triche de jeux vidéo et alimentons notre robot avec les plus petites explosions possibles et mettons 2 petits moteurs à combustion interne à bord. » Et ça marche. Et ça sonne comme un moteur à combustion, ce qui est probablement ma partie préférée. Le minuscule moteur de Cameron fonctionne avec un flux constant de méthane et d'oxygène. Ceci est introduit dans une chambre où il est allumé par une étincelle, et donc il brûle, libérant une explosion d'énergie. Les gaz chauds se dilatent rapidement, poussant contre une membrane polymère flexible agissant comme un piston. Ainsi, la membrane se déplace comme le piston, et ensuite, au lieu de devoir avoir un système élaboré qui le ramène en bas parce qu'elle est naturellement élastique, elle a en quelque sorte sa propre restauration de force. C'était notre petite astuce innovante. Lorsque la membrane se rétracte, elle évacue les gaz d'échappement, permettant au cycle de recommencer. Malgré le flux continu de méthane et d'oxygène, la conduite de carburant ne prend jamais feu. C'est parce que lorsque les explosions rapetissent, leur volume diminue bien plus vite que leur surface. Cela les amène à perdre de la chaleur plus rapidement vers leur environnement. Dans le robot de Cameron, seule une petite quantité de gaz brûle à la fois, donc la chaleur s'échappe rapidement dans la conduite de carburant, refroidissant le gaz et empêchant la flamme de remonter la ligne. Avec seulement 2 de ces chambres de combustion sur un petit robot, une pour les pattes avant et une pour les pattes arrière, Cameron peut contrôler sa direction. Vous pouvez actionner un seul des 2 côtés à un moment donné si vous le souhaitez, car les 2 côtés sont opérationnels. Donc, si nous produisons une étincelle des 2 côtés, il se déplacera tout droit, mais si nous en faisons juste l'un ou l'autre, il pivotera. Et ce robot est super puissant pour sa taille. Il pèse 1,6 g, ce qui est à peu près le poids d'un ours en gélatine. Il peut sauter environ 2 pieds dans les airs et porter 22 fois son poids corporel comme un cafard ou beaucoup de scarabées. Nous pourrons y ajouter un réservoir de carburant, de la microélectronique, des capteurs, la batterie d'une caméra, tout en conservant une capacité de charge utile pour avancer. C'est l'avenir, c'est l'objectif. Les scientifiques ont créé des robots qui peuvent faire ce que certains insectes font et il y a des applications claires pour ce travail. Mais pour ces roboticiens, ces marginaux autoproclamés, ce n'est pas de cela qu'il s'agit.
Si pour l'application pratique, nous devrions tous créer une start-up et réfléchir à des moyens de gagner de l'argent, il y a de belles applications comme l'inspection, la recherche et le sauvetage, mais en tant que laboratoire de recherche, notre motivation principale est la curiosité. C'est une très honnête réponse.